Bien le bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans un nouvel épisode de votre rendez-vous culturel Café des Arts, où nous vous emmenons découvrir à travers une tasse de café les plus grandes figures culturelles et artistiques de l'ouest du pays. Notre invité du jour, mesdames et messieurs, est une sommité musicale, un artiste qui a déjà enchaîné plus de 50 ans de carrière, considéré comme un pionnier et comme un fervent défenseur et ambassadeur de la musique andalouse. Il sera parmi nous dans un tout petit instant pour partager avec nous la traditionnelle tasse de café de cette émission. Donc on vous dit à tout de suite, juste après ceci. On se retrouve, mesdames et messieurs, avec notre invité du jour, une sommité artistique dans le domaine de la musique andalouse, Monsieur Mokhtar Allel. Monsieur Allel, marhaba bik. Merci beaucoup d'avoir accepté notre rendez-vous pour la traditionnelle tasse de café de l'émission. Oui, avec un bon café. Hein. En tous les cas, c'est à moi de vous remercier de m'avoir invité et surtout dans votre émission Café des Arts. Et voilà, merci tout le plaisir, beaucoup. Tout le plaisir est pour je suis là avec plaisir, et on est là pour tout ce que vous demandez. Détendu, aucun souci, avec un bon café. Oui, absolument. Donc bon, déjà, Monsieur Mokhtar Allel, on ne vous présente plus. Vous êtes cheikh, même si je sais que vous n'aimez pas trop ce terme. Mais quand même, vous êtes l'école de la musique andalouse ici à Oran. Donc, vous œuvrez depuis plus de 50 ans déjà à la promotion et la valorisation de cette musique. Avant de commencer, pourquoi la musique arabo-andalouse? Qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Alors la question va me pousser à vous dire, à vous raconter, on va dire, un peu ma vie. Donc voilà, j'ai baigné dans une famille de mélomanes, dont mon père Abdelrahim, qui était musicien, amateur. Il jouait à deux instruments, la mandoline et la guitare. Et donc j'ai baigné dans cette famille, dans ma famille, et même la famille lointaine, enfin disons mes oncles, mes tantes et tout. Donc on a baigné dans la musique andalouse. Donc ça s'est venu de manière instinctive. Ah oui. Et bien sûr, tout à fait, du moment que mon père déjà était musicien, donc que deux fois, mon père en rentrant du travail, il prenait sa mandoline ou la guitare et il faisait de la musique. Et c'était de la musique andalouse. Et il faisait la sana. La sana. Donc c'est à travers mon père que j'ai pu connaître la musique, apprécier bien sûr. Et il chantait beaucoup plus la Nouba Ramelmeya, des trucs Besna Fihana et tout. Et donc j'ai appris à travers lui qu'est-ce que c'était la musique andalouse. Et bien sûr, il est venu un moment où je commençais à grandir. Et donc le besoin aussi d'interpréter a fait son apparition. Donc forcément, il est là, on faisait, et en famille avec ma mère, la Rahma, mes frères, mes sœurs, tout le monde autour de la table, et avec lui, avec un instrument, et on chantait. Et à ce moment-là, en grandissant, donc j'ai eu quand même 7 ans à peu près, et je commençais à toucher un instrument et à jouer, à essayer d'apprendre à jouer moi aussi. Et c'est drôle, mais ma première chanson a été à jouer en instrument, c'était Au clair de la lune. Et figure-toi que j'ai commencé donc à jouer la mandoline Au clair de la lune. Et après j'ai pris la guitare, j'ai rejoué Au clair de la lune. Et au fur et à mesure que je tenais un instrument entre mes mains, autre que la mandoline ou la guitare, ma première chanson était Au clair de la lune. C'était mon départ. Même pour les instruments percussion. Ah, oui, bon, non. Percussion, il y avait mon frère. Ah, d'accord. Il y avait mon grand frère, Esmod, qui jouait la percussion. Oui. Ah oui, finalement, on a formé un orchestre de maison. Hein. Et on le précise, c'était uniquement à l'oreille. À l'oreille, à l'oreille. Ah non, mon père n'a jamais, il m'a jamais dit tiens, tu joues là, tu mets ton doigt là. Non, c'est venu seul, c'est comme ça, c'est venu. Et je commençais à jouer. Et donc ça a été mon départ.
donc à un moment donné, bien sûr je grandis un peu encore. Et je me rappelle en cours moyen 1, c'était à l'école Ben Cheneb à l'époque, où j'avais fait ma première radio. C'était la directrice, Madame Chalabi, qui est, Madame Ben Chalabi, Madame Stombouli, qui était directrice et qui savait que j'étais musicien, on va dire. J'avais 11 ans. C'était ma classe de 6e. Je passais ma 6e. Et après, mon père, me voyant toujours intéressé par la musique et par le patrimoine, il me branchait à l'association, enfin au Cercle La Renaissance. Le Cercle La Renaissance, qui est aujourd'hui le Nahda au Moussiqiya. خالق العباد سلطاني لك نشكي بأمري يا رافع القدرة. Et donc, j'y vais à l'association, il me prend au cercle et avec Cheikh Abdelrahman Sakal, et ça a été, et ça a été lui mon maître. C'est avec lui, et il n'y avait que des vieux. En plus, ils étaient vieux. Il y avait lui, il y avait Haj Hamou qui était vieux, il y avait Sid Ahmed Marabat qui était vieux aussi, il y avait Bal Hossein qui était vieux, il y avait Ammi Malad qui était le seul jeune. J'avais 11 ans, très jeune, j'avais 11 ans. Mais ce qui est extraordinaire, je me suis retrouvé avec eux, comme ça. J'ai aimé l'ambiance, leur ambiance, je me suis adapté facilement à eux. Et donc, bien sûr, il y avait des jeunes, des jeunes hommes, tels que Zawi Mustafa, que je retrouve là-bas, qui était avant moi. Il y avait Fthi Tabet, qui est actuellement en France, Badawi Marouf. Il y avait Ben Ali Ben Smaïl, docteur Ben Ali Ben Smaïl, qui était là. Et donc, on formait un groupe, un orchestre, un petit orchestre. Et on faisait des répétitions avec Cheikh Abdelrahman Sakal. On faisait des répétitions, et tous les jours. Et donc, là, c'était tous les jours, je partais au cercle. Tous les jours. Ah oui, tous les jours, je partais au cercle. Donc c'était pas uniquement pour apprendre, c'était une véritable passion. Ah oui, c'est une passion. Je me suis retrouvé. Et on apprenait, et j'apprenais avec eux, j'apprenais. Et il est venu un moment où il y avait, où j'ai participé avec le groupe, on va dire l'association, au 3e festival de musique andalouse à Alger. Auparavant, c'était une présélection à Tlemcen. Ça a été ma première scène. Et on avait interprété la Nouba Rasduddin. Et là, après la présélection, on a été retenu pour Alger. Et Alger, ma grande surprise, ça a été ma première télévision. C'était filmé en direct. Et donc, vous savez, un enfant de 11 ans, il se voit à la télé, enfin, il ne se voit pas, il sait que les gens le regardent à la télé. Donc, c'est un souvenir extraordinaire, merveilleux. Justement, parlez-nous un peu de ce premier concert. Est-ce que vous étiez stressé? Oui. Étant donné que c'est la première fois qu'on monte sur scène pour... oui, et j'étais le plus jeune en plus. Et c'était la première fois, et je jouais l'instrument, je jouais la nova. J'étais musicien. Ah oui, j'étais musicien. Et bien sûr, la télé, les caméras, les micros, là. Et c'était en noir et blanc, pour te dire. C'était en noir et blanc. Oui. C'est vrai que par la suite, j'ai vu le film parce qu'il y a eu rediffusion du... Oui. Et là, je me suis vu. Il y a aussi, j'ai des photos où j'étais le jeune. Et à chaque fois, j'ai du plaisir à voir ces photos-là. Absolument. Et j'ai un enregistrement audio. Absolument. Et je m'écoute, j'entends ma voix toute jeune, tout aiguë, là. Ouais. Oui, et ça m'a marqué.
Et de fil en aiguille, au fil des années, il vous a confié le poste de chef d'orchestre. Oui. Alors là, bon, je grandis bien sûr. Oui. Et par la suite, il y a eu Fathi Thabet, qui est en France actuellement. C'était lui qui était mon aîné, qui avait pris l'association. Là, on devient une association musicale, avec un orchestre. Les vieux ont quitté, donc c'était des jeunes qui sont venus, qui ont adhéré à l'association, et donc sous la direction de Fathi Thabet, mais en présence de Cheikh. Il était en Pour présence superviser, de... etc. Et bon, Fathi est resté quelques années, et après il a fallu qu'il quitte l'Algérie pour aller en France, habiter en France. Donc, et c'est là où j'ai pris la suite. J'ai pris son poste, en présence encore de Cheikh, où je partais chez lui, que de fois je partais chez lui, il me donnait les morceaux pour pouvoir les enseigner, les transmettre aux jeunes qu'on avait à l'orchestre. Justement, là-dessus, il y a une particularité qui vous caractérise, c'est le fait que vous cherchez toujours à dénicher des noubas ou des qsaïd qui ne sont pas très très connus, donc, et qui sortent un peu de ce qu'on a l'habitude d'écouter lors de représentations en concert, de concerts. Vous savez, tu sais que oui, c'est une vérité. Alors, depuis que je dirige, on va dire, je crois, depuis 81, j'avais 21 ans. Je dirige l'association en présence de Cheikh. Quand il ne venait pas, c'était moi qui allais chez lui, il me donnait le morceau pour transmettre et d'autres morceaux. Donc, depuis que je suis chef d'orchestre, l'association Nahda a toujours présenté chaque manifestation, chaque festival, 1 ou 2 morceaux inédits. Ça me faisait mal à l'époque, parce qu'à une période, on va dire que les gens qui écoutaient, c'était les festivals à Tlemcen, peut-être désintéressés, ils ne savaient pas, je ne sais plus. Mais là, ça me faisait mal. Je me disais, là, on donne un morceau inédit et personne ne vient vers moi et me dire d'où tu l'as ramené ce morceau. Et ça aurait été une fierté pour moi de dire, je l'ai appris de Cheikh Abdelrahman Saqai. Absolument. Mais étant donné que nous sommes actuellement dans une période qui est quand même marquée par la technologie, où c'est beaucoup plus facile de trouver des sources, etc. À l'époque, il n'y avait pas de tout, il n'y avait rien de tout ça. Donc il fallait vraiment faire un véritable travail de recherche pour essayer de trouver des qsaïd qui, à la base, étaient rares. Tout à fait. Donc justement, quelle était votre manière de travailler? Tu sais que quand on est intéressé par quelque chose et on devient chef d'orchestre, donc on a une charge et on a une mission à faire et un devoir. Oui. Donc qu'est-ce qu'on fait? On commence à ramener. Il n'y avait pas les moyens comme aujourd'hui, il n'y avait pas le portable, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas le YouTube, il n'y avait pas tout ça. Oui. Et donc, j'allais vers des gens, des chouillots aussi, des anciens, qui me donnaient. À part Cheikh, parce qu'après, Cheikh, bon, il m'a donné ce qu'il m'a donné, mais il a disparu en 85. Il a disparu, malheureusement, il a disparu. Et donc là, il a fallu que je continue son chemin, sa lignée. Parce qu'il ne faut pas oublier que Cheikh est l'élève d'un grand maître, d'une tradition, Cheikh Moulay Ziani Sherif, 1850-1943, je crois. D'accord? Que Moulay Ziani est de la lignée élève d'un autre Cheikh, Munawwar Ben Attou, Cheikh Munawwar Ben Attou. Vous voyez? Et donc, Ben Attou, Moulay Ziani, Cheikh Abdelrahman Saqai. Et c'était une tradition à Tlemcen, une autre tradition. Oui, et la particularité aussi, c'est que les sources étaient de nature orale. Voilà, ah bah oui, c'était de bouche à l'oreille. Ah oui, tout à fait. Et on l'est toujours. Jusqu'à l'heure actuelle, c'est de bouche à l'oreille. Oui. Bien sûr, je te dirais que
À des moments, il y a des choses qui se perdent et beaucoup de choses se sont perdues Malheureusement. à cause de ça. Et c'est tout un patrimoine qui disparaît. C'est dommage. Ouais. Mais enfin, on a ce qu'on a et on essaye toujours de préserver ce que nous avons. Absolument. Et du mieux que possible. Du mieux que possible. Absolument. Donc, M. Allal, on précise aussi que jusqu'à présent, vous avez tout appris de manière autodidacte. Oui. Et donc, justement, là-dessus, qu'est-ce que ça fait d'interpréter des qsaïd et des noubas de plus de 20-25 minutes sans solfège? Ah, bon, je te dirais que, et c'est un tort, hein, je dis, c'est un tort. Oui, absolument. Je le dis pour moi parce que je l'ai senti. Bien sûr, hein, à une période, j'ai été au lycée Lotfi, ma 6e je crois, Oui. où il y avait un professeur de musique. Et il nous apprenait le solfège. Jeune comme j'étais et musicien. Oui. Donc j'avais pas besoin du solfège, mais je suis musicien. Pourquoi j'apprends le solfège? Oui. Donc c'est un tort, je ne l'ai pas appris. Alors le solfège, il est bon de l'apprendre. Parce que actuellement, je parle de moi, hein, actuellement je me dis si je connaissais le solfège, j'aurais beaucoup mieux dominé le répertoire. Par exemple, quand il y a un morceau d'un Rasduddin, d'une Nouba Ramalmaya, Ramalachia, je peux ressentir et je peux faire la différence entre un Ramalmaya, un Djimba, ou le Zidan, ou le Ramalachia, qui sont de la même famille. Oui. Le Zidan, Ramalachia ou le Djimba. Oui. Mais il y a la même gamme, le Zidan, qui tourne autour, mais les morceaux, chacun a sa propre intonation. Qui montre que ça c'est du Ramalachia, ça c'est du Zidan, ça c'est du Djimba. Là je ressens, je peux ressentir, mais je ne peux pas le transmettre. Oui. Je ne peux pas le démontrer. Je ne connais pas le son. Là c'est un cas. Oui, mais en même temps aussi c'est une force parce que contrairement à beaucoup d'autres orchestres qui sont généralement focalisés sur leur page de solfège durant une représentation sur scène, vous avez une interaction instantanée avec le public parce que vous le regardez dans les yeux. Ah Donc oui. vous jouez en le regardant, en lui souriant et donc ça crée une proximité beaucoup plus Oui, frappante que... parce que si on existe encore, Oui. c'est grâce au public. Absolument. Donc ce public, personnellement, je l'adore. Je l'aime, ce public. Et c'est grâce à lui si on est là. Et bien sûr, parce qu'à des moments, il y a un langage qui se fait entre le public et nous, sur scène. Quand on chante un morceau, à des moments, on trouve des amis qui sont assis au public. Et on transmet. À part le morceau, on discute, on parle. Et je transmets. Et ben oui, c'est important un public. Et c'est à lui que tout revient, hein, c'est au public. Alors, et bien sûr à l'orchestre. À l'orchestre, il faudrait qu'il soit aussi sympathique sur scène. C'est pour attirer le public aussi. Parce que on est là sur scène à chanter et il y a l'émotion. Il y a l'émotion, il y a l'art de l'interprétation. C'est que oui, justement vous jouez avec l'âme Ah bah oui. et pas avec des codes. Ah non, Oui. non, Oui, c'est la musique là. qui sort Bah sort oui. des tripes comme on dit. Bien sûr. Absolument. Ah oui. Oui. Et c'est même une complicité avec les musiciens. Oui. Il y a une complicité. Oui, absolument. Et donc le public remarque tout ça. Et c'est là où il fait la différence entre tel et tel, disons, groupe, association. Justement, je pense. justement, on va rester toujours dans la question du public parce que on remarque malheureusement actuellement que chez beaucoup d'orchestres, ils prennent en compte la technicité, on va dire, des instruments, mais pas l'attitude à avoir aussi avec l'instrument et en tant qu'ambassadeur de cette musique. Parce que quand même, c'est tout un courant musical qu'ils représentent, et donc malheureusement certains le représentent mal. Donc justement, quelle est votre opinion là-dessus? J'aimerais vous faire réagir. Très belle question. Tu sais que dans ma fonction de chef d'orchestre, la première des choses, la première remarque que je fais à l'élément, c'est de bien s'asseoir et de donner le respect à son instrument.
قولي بنا بالنقول Si tu ne donnes pas le respect à ton instrument, si tu n'as pas de respect pour ton instrument, tu ne peux pas avoir le respect pour le public. Et le public, il faut le respecter. Comment le respecter? Par le choix de musique, d'accord, mais aussi par l'allure sur scène. Comment tu es assis, comment tu prends ton instrument, comment tu tiens ton instrument. Et c'est ça le respect. Et c'est ce que je donne beaucoup d'importance à ça. Je donne beaucoup d'importance à ça. Et le sourire. Et le sourire. Ah oui, le sourire. Justement, c'est le sourire justement qui vous caractérise d'ailleurs sur scène. C'est toujours, même durant l'estirval, vous souriez toujours à la fin avant de commencer. Il m'est arrivé, tu sais, il m'est arrivé de faire un serval et de pleurer. Et d'avoir un pincement, hein. C'est selon le serval que je fais. Ça vient du cœur. Ah oui, selon le serval que je fais. Maintenant, on ne peut pas chanter un morceau triste et rigoler et faire le sourire, non. Mais souvent, il y a le sourire, pas du morceau, le sourire, par exemple, je fais des sourires avec mon percussionniste ou mon violoniste à côté, et qui veut dire, ça va, nous sommes bien, ça va, on est bien, c'est bon, les choses vont bien, on travaille bien, on chante bien. Absolument. D'accord. Ouais. Et étant donné que vous avez quand même, on rappelle aux téléspectateurs que vous avez enchaîné plus de 50 ans de carrière déjà, rien que ça. Donc, ça ne me rajeunit pas. Hein. Absolument. Est-ce qu'il y a par exemple un moment précis durant tout votre parcours qui vous a marqué à vie et qui a même représenté une certaine forme de déclic dans votre manière de travailler, où vous avez pris un peu plus de maturité? La première des choses d'abord qui m'a marqué, c'était ma première télévision, ma première scène. Donc c'était grandiose. Et surtout qu'au retour d'Alger, les gens m'ont vu à la télé. Et tout le monde, tu n'étais pas à la télé? C'est pas toi qu'on voyait à la télé? C'est vrai, avant il y avait une chaîne unique, donc oui, donc forcément, ils ne pouvaient pas zapper. Exactement. Tu sais, encore mieux, une anecdote, j'ai un frère plus grand que moi qui me ressemble. Et souvent, il ne prend pas la différence entre nous deux. Donc, au retour d'Alger, il était avec nous dans l'association, et donc il était assis, et les gens venaient le féliciter. Et là, il leur dit, non, c'est pas moi, c'est lui qui était à la télé, c'est pas moi, c'est lui. Ouais, pour la petite histoire. Donc, c'est un truc qui m'a marqué. Aussi, tu sais, moi, je ne suis pas le genre de... Je ne suis pas un dictateur, je ne suis pas... Oui. C'est vrai, vous êtes très très communicant avec votre orchestre. J'essaye, oui. Et donc, mon plaisir, c'est de réussir une soirée, un concert, de le réussir. Et c'est toujours la même joie, de savoir qu'on a réussi, et nous tous, pas uniquement moi, nous tous, d'avoir réussi un concert. Ah oui, c'est ça la grande joie. Et la tristesse dans le cas, ça peut arriver des accidents, quelqu'un qui, comme moi, je peux me tromper, ça peut arriver. Et Monsieur Allel, vous êtes quand même un fervent ambassadeur justement de cette musique, pas uniquement à l'échelle nationale, mais même à l'international. Vous avez participé à plusieurs festivités, on va dire, en mettant en avant justement cette musique, notamment en Corée du Sud. Ah oui. Donc des fois c'est dans des cultures très très éloignées de la nôtre. Racontez-nous un peu comment se passe ce type de représentation. Ah oui, ça a été une expérience extraordinaire. La Corée du Sud, une expérience extraordinaire. Je ne remercierai jamais assez Monsieur l'ambassadeur, Allah yarhamou Amin Darraghi, et sa femme Shafika, une grande dame, qui nous avait justement invités à faire... Alors l'ambassadeur, Monsieur l'ambassadeur, Allah yarhamou Amin, il avait un truc, il voulait faire connaître la culture algérienne à Séoul. Et c'est tombé sur nous, il nous a invités,
il nous a vus, je ne sais pas comment, dans sa femme et tout, et il nous a invités. Donc on est parti, et c'était, alors il y avait nous comme orchestre, il y avait Semir Kerzevi comme styliste, les habits, Kadako, voilà, comme ça, que les Coréens ont mis. Donc c'était les Coréens qui se sont habillés des habits algériens, de la tradition Tana. Et Reda Kouhen comme calligraphe, qui faisait la calligraphie. Il est parti. Donc on était trois représentants, on va dire. Et je te dirais, jamais je n'oublierai avoir embrassé notre drapeau algérien à Séoul. Et je l'ai fait. Le drapeau qui était là, je suis allé, je l'ai embrassé. J'ai la chair de poule quand je me rappelle. Ah oui. Et on avait fait aussi une parade. Alors habillé, traditionnel. Bon, traditionnel quoi? Saraw al-Arbi, l'Hazam, Chassia et le gilet. C'était noir et blanc, sans truc là, traditionnellement algérien. Et on avait fait une parade sur la grande avenue de Séoul, où il y avait les Coréennes habillées en tenue traditionnelle, Kalako, soit la Tansal Blaze et tout, et nous, alors traditionnellement, habillés avec le drapeau algérien que Reda Kouhen tenait en premier et nous derrière, et on marchait et on saluait tout le public, enfin tous les gens, les passagers qui étaient là au trottoir, qui nous saluaient. Mais c'était un souvenir magnifique. On ne parle pas de Séoul, qu'on a découvert une discipline, des Coréens. On a été émerveillés. C'est vrai. En tout cas, merci beaucoup. On souhaite longue vie à cette belle Ça y est, musique. c'est bon. Oui, c'est bon là déjà. C'est pas vrai. Oui, c'est déjà la fin. passe vite. Merci beaucoup, Monsieur Allel, de nous avoir consacré de votre temps, d'avoir été avec nous, c'est avec pour nous plaisir. parler de votre très très beau parcours d'ailleurs. Avec l'envie. Et nous vous souhaitons plein succès aussi pour la suite de C'est vos moi très qui grands vous projets. remercie. Merci à vous Je et- remercie toute l'équipe technique et la station d'Oran, bien sûr. Merci beaucoup à vous. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis jusqu'au bout. C'est déjà la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve à un nouvel épisode avec un nouvel invité. D'ici là, prenez bien soin de vous. Et quant à moi, je vous dis à très très bientôt. Au revoir.